Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Basile Verdier, donc je travaille à Lille avec Gilles Lemel et Guillaume Schurtz. Donc moi je vais vous parler des thrombectomies percutanées sous ECMO, donc on en a un petit peu parlé juste avant. Donc nous à Lille, notre expérience c'est qu'on a réalisé donc, pour le moment 108 thrombectomies depuis novembre 2022. Tout ça, comme elle a dit Gilles tout à l'heure, c'est vachement aidé par l'étude Peerless 2 qui nous permet d'inclure toutes les embolies pulmonaires à risque intermédiaire élevé. Et pour ça, on est, enfin, c'est pas le sujet de mon topo, mais moi je trouve ça quelque chose qui est super important. Qui fait les thrombectomies? Parce que nous, on est 3 opérateurs, on a même formé des chefs de clinique à nous, alors qu'ils restent pas forcément malheureusement, même la docteure junior. Et le problème, c'est l'astreinte en fait. Peut-être ça on parlera plus tard. L'astreinte, c'est notre problème, elle est un peu officieuse, il faut se rendre disponible. Et donc dans tout ça, on a fait 7 patients sous ECMO depuis cette date. La problématique des patients sous ECMO, c'est toujours la même, c'est que c'est un beau geste technique qui va faire des belles images aujourd'hui, mais est-ce que les patients y survivent, que ce soit du geste évidemment cardiologique et après des complications en réanimation chirurgicale et les complications vasculaires de l'ECMO dont Guillaume parlait tout à l'heure. Alors, je vais vous parler de plusieurs petits cas très rapidement. La première, on a eu plusieurs dispositions pour mettre en place l'ECMO. La première, c'était une contre-indication formelle à une trombolie systémique, femme, 53 ans, chirurgie de l'obésité. En fait, à J4 de la chirurgie, ils font un scanner systématique de leur chirurgie et ils tombent sur une embolie pulmonaire qui est petite, distale, mais comme elle n'est pas anticoagulable, ils lui mettent un filtre cave à la dame. Ensuite, elle continue son parcours de réanimation avec beaucoup de complications en réanimation. Tout ça pour arriver à un moment en choc, détresse respiratoire, cale pulmonaire aiguë, diagnostiqué par un anesthésiste réanimateur de la structure. Et la discussion qu'on a eue, c'était d'abord de la mettre sous ECMO parce qu'elle était dans un bâtiment à côté et pas dans notre bâtiment. Ensuite de la scanner pour confirmer l'embolie et ensuite de faire la thrombectomie. J'ai des images beaucoup moins bonnes que mon collègue d'avant, que je félicite d'ailleurs. Donc elle avait effectivement une embolie pulmonaire bilatérale. Et la problématique, c'était chez elle, l'ECMO, je précise, elle a été mise par voie jugulaire, en fait, la canule veineuse, donc elle ne nous a pas posé de problème par en bas. La problématique pour nous ici, c'était le filtre cave. On ne savait pas trop ce qu'on faisait, c'était au début de nos stratégies. Le radiologue interventionnel disait que son filtre, il ne pouvait pas l'enlever parce qu'il était un petit peu mis de biais. Et donc on a dit, bah écoutez, perdu pour perdu, on va essayer de passer à travers. On n'avait pas du tout d'expérience là-dessus. Et donc on a décidé de passer, alors je ne vais pas arrêter les vidéos. On a décidé de passer à travers le filtre cave. Donc, comme l'a dit un de nos collègues tout à l'heure, ça passe à travers le filtre cave. On l'a quand même bien désaxé. Donc, ça posera des problématiques pour la patiente ensuite pour l'enlever si un jour elle peut être éligible à se faire retirer le filtre cave. Et donc là, chez cette dame, on voit la canule d'ECMO qui arrive par le haut. Donc, on n'a pas été trop gêné à ce niveau-là par la canule d'ECMO. Donc, la thrombectomie a eu lieu ensuite, une thrombectomie classique. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer que ça passe par les filtres caves. L'ECMO était mis par voie jugulaire, ne nous a pas trop gêné. La problématique qu'on a eue chez cette dame, c'est qu'en fait son cœur s'est mis en arrêt, donc il y a eu une absence d'éjection pendant la procédure. Et ça pose énormément de problèmes pour notre thrombectomie, puisqu'en fait on n'avait plus de débit cardiaque, et donc ça a aggravé entre guillemets la stagnation du thrombus. Et notre résultat à la fin il n'est pas bon du tout, quoi, angiographiquement et hémodynamiquement, si elle sort cœur en arrêt sous ECMO, quoi. Donc c'était pas un succès. Étonnamment, cette patiente, elle a survécu. C'est pas forcément grâce à nous. Voilà. En fait, elle a été sevrée de l'ECMO sur le plan cardiologique, peut-être grâce aux anticoagulants à J8. Par contre, elle a eu énormément de complications. Heureusement pour elle, elle s'en est sortie. Donc ça, c'est un premier exemple de contre-indication à la thrombolyse. Le deuxième, c'est un échec, entre guillemets, de thrombectomie chirurgicale. Ce patient, c'était 75 ans, néoplasie cérébrale, avec bon pronostic, EPRC intermédiaire élevé dans un centre de périphérique, avec un thrombus dans l'oreillette droite. Chez nous, ces patients, s'ils ont pas de FOP, s'ils ont un FOP comme c'était le cas, on préfère les faire opérer. Donc à cette époque-là, donc on l'a fait opérer. Et malheureusement, le patient il sort avec une grande défense ventriculaire droite du bloc, et donc il l'assiste en sortie de bloc. Et à J1, les réanimateurs décident de le scanner. Et en fait, ils avaient juste enlevé la partie très proximale et ça s'était reformé dans les deux artères pulmonaires. Donc là, on a décidé de réaliser la thrombectomie. Et là, on va avoir des images qui montrent le conflit entre la canule veineuse qui est par voie fémorale droite et notre canule Van Can French de Inari qui est par voie fémorale gauche. Donc, le premier message, c'est que ça passe, en tout cas en bas. Donc, les deux canules se rencontrent au niveau de la veine cave inférieure. Et là, bon, c'était au début, donc on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Et vous voyez très bien le conflit entre la canule veineuse et notre système de thrombectomie.
Moi, ce que je pense pour ces patients-là, c'est que il faut essayer de monter le désilé, voire le 24 French, bien calé dans l'oreillette ou dans le ventricule pour éviter ensuite mettre ensuite un désilé de 20 ou de 24 dedans, pour éviter de faire des allers-retours dans l'oreillette au contact de la canule d'ECMO, si c'est possible. Ensuite, on a réalisé une procédure de thrombectomie assez standard, avec un résultat qui est pas foufou non plus, d'ailleurs, sur le plan angiographique. Pourtant, là, le cœur n'était pas en arrêt, on n'a pas pu se servir de cette excuse. Euh, voilà, mais ce patient, vous voyez, ça c'est le résultat final dans l'artère pulmonaire à droite et à gauche, c'est pas vraiment beaucoup mieux à la fin. Cet exemple, c'était juste pour montrer que ça passe en fait dans les deux, enfin au niveau de la veine cave inférieure et qu'ensuite il faut éviter juste le conflit dans l'oreillette droite entre les deux canules. Au niveau du Scarpa, ça donne à peu près ça, donc avec la canule qui est artérielle puis notre canule veineuse. Ensuite, un cas qui est important, la thrombectomie, elle n'a pas servi sous ECMO, on parlait des ECMO juste avant, c'est un échec de réflexion médicale qui me revient à moi, on était avec Guillaume Schurtz, mais au moment de la réflexion, c'était moi. Je pense qu'on aurait dû assister ce patient avant la thrombectomie, on ne l'a pas fait pour plusieurs raisons, en se disant ça va passer. Des fois, il y a même le biais de l'heure, en se disant allez, on essaie d'aller plus vite, si j'appelle l'ECMO, il y en a pour 2 heures de plus, c'est vraiment pas bien. Mais en tout cas, je me suis surtout dit ça va passer, lui c'est 66 ans, hémorragie méningée, réaneurochir, qui fait à J14 alors qu'il est revenu en neurochirurgie, qui va bien, une embolie pulmonaire, en choc. Il va au déchocage médical et ils le mettent sous d'obus noradré. Il a quand même des bonnes doses, 10 gamma, noradré 2 mg/h. Il est sous oxygène, il n'est pas intubé. Et en fait, nous, à Lille, comme disait Gilles, on fait un cathé droit avant-après à toutes nos embolies pulmonaires. Et là, donc, je lui fais mon cathé droit. Et en fait, il a un index cardiaque 1,9 litres par minute par mètre carré, donc très abaissé. Et surtout, moi, ce que je pense important, une POD qui est très très élevée. Ça veut dire que quand on va lui injecter 2 fois 20-30 ml dans chaque artère pulmonaire, le VD va pas tolérer. À ce moment-là, je pense qu'on aurait dû l'assister. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a commencé par l'artère pulmonaire droite, on a thrombectomisé, on voit la main apparaître à la fin du patient qui ne se sent pas bien. Et au moment où on injecte à gauche, donc troisième injection, on voit que la plaie gauche était bouchée d'emblée, on aurait dû aller voir avant, donc là on l'intube, puisqu'il s'arrête. Et à la fin, ce qui est dommage, c'est qu'on fait une thrombectomie en arrêt pendant le massage et qu'on en aspire énormément de thrombus et qu'on reperfuse tout. Le problème, c'est que le patient, il avait le choc cardiogénique préexistant, l'arrêt cardio-respiratoire, donc ensuite il est resté en choc réfractaire malgré la reperfusion, il était assisté sur table à la fin de la procédure. Il s'en est sorti, mais avec toute la réanimation chirurgicale derrière, quoi. Alors que si on l'avait assisté avant, il aurait été peut-être moins amoché, entre guillemets. Voilà, donc lui, arrêt à l'injection, thrombectomie en arrêt. Alors, le geste en lui-même a été vraiment simple. Et ensuite, l'ECMO a été sevré à J4. Voilà. Et ensuite, la dernière, c'est un échec de thrombolyse. Donc là, ça a posé le problème hémorragique, en fait, surtout à la pose de l'ECMO pour la thrombectomie. Lui, c'était 22 ans. Il vient de la Côte d'Opale, donc c'est à peu près 1 heure et demie de chez nous. Il a fait un AVP, fracture fémur, J14, embolie pulmonaire. En fait, il nous le transfère parce qu'on nous transfère beaucoup les embolies pulmonaires restent intermédiaires élevés. Parce qu'en fait, on les inclut dans Peerless, en fait. Donc, on travaille beaucoup avec les centres de périphérie, donc il nous le rapproche. Et en fait, comme il a une fracture du fémur, une fracture du coude, on s'est dit qu'on n'allait pas lui faire prendre le risque de rester allongé sur une table, donc on l'a pas inclus. Donc on l'a mis dans nos soins intensifs. Il est arrivé un vendredi soir, le dimanche, avec Dany Jana, qui est notre chef de clinique. Il s'arrête à la mise au fauteuil, et en fait, il est thrombolysé et assisté, puisqu'il y a un réfractaire en chambre. Donc c'était un jeune homme, il avait 22 ans. Et à J1, il y a toujours une énorme charge thrombotique avec une défense ventriculaire droite. Donc on a réalisé une thrombectomie après thrombolyse. Donc on s'était mis à 24 heures de la thrombolyse. Là, c'est un peu le même principe. Il avait l'artère pulmonaire gauche complètement occluse, on le voit sur cette injection. Et donc là, on va voir le conflit entre les systèmes. Donc là, on avait commencé à prendre l'habitude, c'était cet été, ce monsieur. Donc après, ça reste une thrombectomie classique qui s'est bien passée. On a reperfusé, il a été sevré. Lui aussi, arrêt cardiaque, réanimation, défense multisale. Il s'en sort parce qu'il est jeune, mais c'est 1 mois de réa chirurgical, puis 1 mois de réamène ensuite pour un sevrage ventilatoire, puisqu'il a fait un SDRA derrière. Voilà. On a longtemps discuté avec les réanimateurs chirurgicaux après la thrombectomie pendant au moins une semaine, parce que tous les jours, comme le patient était en SDRA, il se demandait si c'était pas l'embolie pulmonaire, s'il fallait pas y retourner. Ça a été vraiment complexe, mais ça s'est bien passé, mais de prouver que c'était pas l'embolie qui était responsable de la défense ventriculaire, mais plutôt le SDRA, pour éviter d'avoir à y retourner. Donc c'est pour ça que finalement ils s'en sont très bien sortis. Mais c'était la discussion des 3 premiers jours. Est-ce qu'il faut y retourner parce qu'il reste un peu de thrombus, mais est-ce que le peu de thrombus
il explique un syndrome de détresse respiratoire aiguë comme ça, des poumons complètement blancs en radio. Enfin, donc voilà. Mais c'est pour ça qu'ensuite ils ont converti en VV, Réamed, et ça s'est bien fini pour lui. Lui, c'est le seul qu'on a revu, en tout cas personnellement, en consultation. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc la conclusion, c'est que ça passe en bas, il faudra juste prendre le côté controlatéral, éviter le conflit dans l'oreillette droite quand on fait venir et partir les cathéters. Ce que je pense faire, si c'est possible, c'est de monter même le désilé ou utiliser parfois, je m'excuse pour Inari, un autre désilé, par exemple, coup, qui va encore plus haut, comme ça, lui, il est calé dans l'oreille droite ou dans le ventricule droit, il bouge plus, il y a juste nos systèmes de cathéters qui sortent directement dans le ventricule droit. C'est une possibilité. La voie jugulaire, c'est-elle une option? Moi, j'ai jamais fait, on avait discuté une fois avec l'équipe de Dijon, qui n'avait pas d'accès en bas, de savoir si c'était faisable par voie jugulaire. J'avais dit, j'ai jamais fait, mais honnêtement, perdu pour perdu, c'est cool d'essayer, quoi. Et a priori, ça s'est bien passé, bravo. Je pense que le problème, c'est l'anticoagulation. Les réanimateurs, ils anticoagulent leur ECMO. Nous, il faut nous anticoaguler, donc ACT régulier. Attention, quand à cœur arrêté, souvent, ça entraîne une sorte de no-reflow. Attention à l'éjection, attention aux bulles, ça a été dit juste avant moi. Et après, c'est toujours la réflexion autour de l'ECMO, pourquoi on la met, quand on la met, qui est vachement plus importante que le geste technique en lui-même, que tout le monde maîtrise au fur et à mesure. C'est toujours à qui on met des ECMO, quel est le risque autour. Voilà, des fois le mettre avant, même ça fait perdre 2 heures de sa soirée. Voilà. Merci beaucoup Basile pour tous ces cas. Et puis c'est toujours intéressant de montrer les cas qui n'ont pas été parfaits du coup et de montrer pourquoi. Non mais finalement c'est presque le plus important en vérité. Est-ce que vous avez des commentaires ou une question? Je dirais que c'est des cas extrêmes, hein, parce qu'aller faire la thrombectomie après l'échec de thrombolyse aux patients sous ECMO, je crois que c'est des cas extrêmes. Et ça montre, à mon avis, d'abord l'intérêt, encore une fois, de la PERT, de bien maîtriser les indications, et notamment de la thrombolyse et de la mise en place de l'ECMO, et de l'intérêt des techniques. C'est pas seulement pour le risque intermédiaire haut qu'on fait ces techniques et le risque d'aggravation, mais c'est aussi pour ces patients qui sont mourants. Et donc, il faut que le réseau soit particulièrement performant pour pouvoir arriver à en sauver. Parce que la mortalité, on l'a vu tout à l'heure sur les diapos de Nicolas, elle est extrêmement élevée. Donc là, rien que là, déjà, la proportion de patients survivants, elle est impressionnante. Je pense qu'il y a la perte, effectivement, sur le papier, mais ce qui est vraiment bien, en tout cas dans notre centre et dans notre région surtout, c'est la communication qu'il y a eu depuis 2022 maintenant. En fait, tout le monde sait que ça existe. Des anesthésistes de centres de périph' qu'on a même nous-mêmes jamais vu, des réanimateurs, je veux dire. Et en fait, qui nous appellent des fois directement en disant on a entendu parler de ça, ils réagissent super vite. C'est votre communication auprès des centres périphériques qui a déjà été faite ou qui va être faite à l'avenir, qui est, en tout cas, nous, qui permet d'aller super vite, quoi. En termes d'éparinisation, on fait des ACT. Moi, on souhaite qu'il y ait 250 à peu près d'ACT. Moi, ce que je fais souvent, c'est on fait le cathé droit, ensuite on fait notre dilatation, tout ça. Et une fois que le 24 French désilé est mis en place, je fais 5 ou 10 000 d'éparine, ça dépend de l'ACT du début. Et après, toutes les 20 minutes. Ça, c'est complètement arbitraire. C'est ça. Merci. Quand ils sont sous HBPM, ce qui arrive sur les EP à risque intermédiaire élevé, si vous faites une procédure sous HBPM, il faut refaire de l'épargne systématique. Et quand ils sont sous HNF, je peux vous dire, même à 18 unités kHz, ils n'ont jamais un ACT dans les clous. Donc il faut toujours refaire de l'épargne pour la procédure. Complètement d'accord avec ça, quoi. Enfin, l'ACT, je pense que c'est indispensable de le faire systématiquement. Et... Quid de l'angiographie de l'artère pulmonaire finalement? Quand on a le scanner ou bien le TO sur table s'il est intubé, moi quand je l'ai fait au début, je ne fais plus du tout d'angio de l'AP avant et après. Là vous avez dit qu'il y en avait un qui était peut-être arrêté. Il s'est arrêté avec l'angiographie. Moi, je trouve que ça... Après, moi je trouve que c'est comme en coronarographie, c'est-à-dire que savoir exactement avoir son angio, son image de référence sur l'écran de droite et savoir où je mets le... Quand on voit ce qu'on récupère dans le cathéter, un coup à droite, un coup à gauche, le job il est fait, quoi. Ouais, mais c'est... Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a 2 éléments importants. Il y a le pré-procédure, parce que du coup, on sait pas. En fait, pour savoir avec certitude si je suis dans une lobaire moyenne, lobaire inférieure ou une branche d'une lobaire, si j'ai envie d'aller un peu plus loin, honnêtement, sans l'angiographie, je trouve que c'est difficile. Par contre, nous, on ne fait pas du tout d'angiographie à la pigtail. On a arrêté de faire ça parce qu'on n'arrive pas à avoir des belles images. Donc, on fait vraiment que avec le 24 French qu'on apporte
on met environ 15 cc d'iode et après on pousse 30 cc d'eau. Et du coup, ça permet d'avoir des images qui sont pas mal. Et je pense qu'en post-procédure, c'est vraiment du contrôle qualité, être certain qu'on n'ait pas une petite suffusion, un truc qui pisse, un petit machin qu'il va falloir aller faire l'hémostase. Donc, moi, je crois qu'il faut faire l'angiographie finale obligatoirement pour ça, au moins. Peut-être pas en pré, mais au moins en post, pour s'assurer qu'on n'a pas laissé une petite flamèche, quoi. Après, on va devoir limiter un peu. Je pose juste une question qui est aussi pour M. Menneveau. Vous faites beaucoup à Lille de cath et droit. Vous avez regardé le PAPI comme index, puisque vous parliez de l'index cardiaque 2.5, 2.3, et finalement, quand on regarde le cas que vous présentez, il avait, donc c'est la pression artérielle pulsée divisée par la POD, finalement, qui est pas mal utilisé en insuffisance cardiaque avancée et aussi en insuffisance cardiaque aiguë. Ça ressort, c'est quand même, ça traduit une certaine adaptabilité en termes de pression. Et vous, votre cas, par exemple, il était un peu effondré. Et ensuite, dans votre réflexion, c'est juste une question si vous l'intégrez. Et j'ai une autre question, moi. Je ne suis pas cardiologue, je suis réanimateur et je gère les ECMO avec l'équipe. Et de ce que je vois depuis ce matin dans la discussion, est-ce que vous avez intégré dans la population à haut risque les défaillances d'organes? Parce que moi, pour les gérer, les patients et les ECMO, en fait, ce n'est pas le cœur, c'est la défaillance d'organes qui meurt. Et donc, l'EP, moi, la problématique que je vois, c'est la dysfonction rénale, c'est d'autres défaillances. Et est-ce que ça ne vous permettrait pas de phénotyper une population à risque qui bénéficie encore plus, puisque finalement, il y a ce phénomène congestif bas débit qui entraîne la défaillance d'organes, et c'est de ça que nous, on les voit mourir. Le problème, c'est que c'est très grave, on n'est pas obligé de lever l'obstruction. Je suis d'accord, mais c'était pour affiner le critère de sélection du patient. Parce que quand on va parler de critères d'évaluation, vous faites le rapport VDVG, c'est très bien, on est content, le rapport VDVG après la thrombolyse ou après, c'est ce qu'on a évalué, la mortalité. Mais si vous voulez, la mortalité dans le B, il meurt d'un arrêt cardiaque, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème. Il meurt assisté d'une ECMO ou de la dégradation hémodynamique, souvent c'est une mortalité sur défaillance multiviscérale. Et la défaillance multiviscérale, quoi. Moi, c'est la discussion qu'on a au sein des équipes. C'est finalement, on met le support ECMO parce qu'il va avoir le risque d'hypéri-interventionnel d'arrêt cardiaque. Mais surtout, nous, ce qu'on voit, c'est le risque de dégradation des organes autour. Et c'était une question, savoir si, en fait, dans la réflexion, pour essayer d'améliorer, d'affiner la population qui va le plus en bénéficier, la défaillance d'organes pouvait en faire partie. Ou elle avait été. Je trouve que en fait, on est obligé de traiter la cause du choc. Donc, c'est ce qu'on fait. Je suis d'accord avec toi que plus il y a une défaillance d'organes, plus il va être grave, mais c'est pas un critère de choix sur on fait ou on fait pas. Ah, mettre l'ECMO d'abord. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on les voit, des fois, on met parce qu'il y a de la défaillance d'organes, et qu'en fait, on se dit, le temps ça va nous permettre de lever, si vous voulez, le choc obstructif fluidique. C'est-à-dire que votre patient il est très loin déjà dans le choc, il y a déjà une insuffisance rénale, une insuffisance. Non, des fois, ils sont pas tant en support d'amine et d'inotrope, c'est pas tant que ça.